Hello RCB City, cette vidéo marque le début d'une nouvelle série que j'avais en tête avant de reprendre la chaîne. Aller à la découverte de personnes ou technologies dans l'écosystème du développement web ou du numérique en général. Aujourd'hui, on attaque avec un incontournable du développement web français, j'ai nommé GraphiCart. J'espère que cette vidéo vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. Bon visionnage. Salut Jonathan. Salut. Et merci en tout cas d'avoir répondu présent à cette invitation, c'est cool de ta part, merci pour ton temps. Il n'y a pas de problème. Donc je pense déjà qu'une bonne majorité de la chaîne te connaissent déjà, ça je pense c'est quasi sûr. Donc l'idée ici de cette vidéo, c'est d'en savoir un peu plus sur toi, sur ton univers en fait, ton parcours, de ta scolarité à aujourd'hui en fait. D'accord. Et voilà, donc est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous présenter un peu ton parcours au niveau de la scolarité jusqu'à maintenant, en général? D'accord. Alors là, moi, ma scolarité, ça a été un petit peu éclaté. Donc j'ai commencé après un bac scientifique, j'ai fait une école préparatoire, maths sup. Ensuite, ça n'a pas forcément bien marché, on va dire. Je suis parti dans une licence, j'ai eu une équivalence en licence 2 de mathématiques. Pareil, ça n'a pas forcément marché parce que c'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait. En parallèle, j'ai donné beaucoup de cours de maths justement pour me faire un peu d'argent. Après, je suis parti en DUT. Donc j'ai fait un DUT, ça s'appelait SRC à l'époque. Je sais plus trop le nom que ça a maintenant. Et après, j'ai terminé avec une licence pro en multimédia. Donc c'est plus une formation, on va dire, multimédia, chef de projet, où on essayait d'apprendre plein de choses, donc de la réalisation de films jusqu'à un petit peu d'informatique et de PAO et de MAO, et sans forcément trop explorer les choses en profondeur. Et après cette licence pro, du coup j'ai trouvé mon premier taf derrière. Donc je me suis arrêté finalement à un bac plus 3. D'accord. Ok. Et ensuite, du coup, là, ça fait combien de temps du coup que tu es sur GraphiCart? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être sur GraphiCart? Est-ce que tu faisais déjà, pendant tes études, est-ce que tu étais déjà sur GraphiCart ou pas? Ça a commencé vers, je crois que c'était en fin de première année de DUT SRC. Tout simplement, c'était pour, vu que j'avais travaillé un petit peu par moi-même avant ce DUT, j'avais un peu plus de connaissances que les autres élèves de la classe. Et du coup, ce que je me suis dit, plutôt que de répéter pour chaque élève les différentes astuces, je vais faire des vidéos pour pouvoir aider plus rapidement. Et c'était surtout une époque où il y avait beaucoup de tutoriels notamment sur Photoshop. Et du coup, c'est ça qui m'a donné envie à l'époque. Donc à l'époque, c'était plus des tutoriels qui étaient liés à l'infographie que des tutoriels liés au dev, quoi. D'accord. Je crois d'ailleurs que la première vidéo sur laquelle je suis tombé, ça remonte, hein. Ouais. Mais je crois que tu faisais une info, non, c'était une introduction. Tu faisais une introduction vidéo en 3D. Je crois qu'il y avait des murs en fait. C'était entre des murs. C'est ça, parce qu'à l'époque, en fait, j'étais plus. Donc, quand je suis rentré dans ce DUT, j'avais plus l'idée de travailler dans de l'infographie. En fait, au moment où j'ai fait ce choix de formation, j'hésitais entre le DUT et une école de 3D. Parce que voilà, je voulais vraiment travailler dans l'animation, la 3D et l'infographie. Donc, c'est vrai que les premiers tutos, ça va plutôt être des tutos qui vont être sur Photoshop, Illustrator et After Effects. Et c'est en DUT, on va dire, que j'ai eu cette révélation, on va dire, pour le dev, quoi. D'accord. Et donc, du coup, pourquoi le développement web principalement? Je dirais que finalement, c'est le côté créatif me convenait pas trop. J'avais du mal à trouver des idées et je me basais vachement plus sur des règles en fait. Et donc j'ai plus un esprit logique de manière générale. Donc le dev m'a semblé plus naturel et plus sympa par rapport à mes prédispositions, je dirais. Par rapport au côté créatif qui est plus limitant, quoi. Ok. Et pourquoi du coup tu t'es pas orienté sur la programmation jeu plutôt que... Enfin, tu vois, autre domaine que le web. On va dire que c'était un peu plus accessible, sachant que quand j'ai commencé le développement, c'était plus avec une idée d'infographie derrière, c'est-à-dire que c'était beaucoup à l'époque où il y avait Flash par exemple, donc on développait effectivement des petits jeux, des petites applications. Et après, en fait, j'ai commencé à vouloir créer mon site, c'est comme ça que j'ai commencé à développer un peu du web. Et je dirais que les ressources étaient plus accessibles à l'époque sur du web, c'était plus facile d'apprendre à faire du web qu'apprendre à faire du jeu vidéo, on va dire. Et même dans la formation du DUT, c'était très orienté web, quoi. C'était pas du tout orienté jeu vidéo. Ok. Ouais, c'est sûr que le web, moi, ça m'avait tout de suite botté quand j'avais commencé à mettre mon nez dedans. Parce que à l'époque, j'avais fait une école d'informatique et on faisait du C à balle, quoi. Ouais.
et ça m'avait un peu dégoûté, quoi. Mais voilà, le fait d'être dans une architecture, de commencer avec un langage bas niveau, au niveau Mm. de la couche, au niveau du processeur, en dessous du enfin, proche du processeur, et de monter progressivement, eh ben, du coup, je trouve que ça nous permet de peut-être d'avoir plus d'automatisme, enfin, je pense que tu comprends ce que je Oui, veux dire oui. par rapport à ça, plus de bonnes pratiques en quelque sorte avec la gestion de la mémoire, ce genre de choses. Oui, Euh, moi je l'ai vu quand j'ai dû travailler un peu sur du mobile, par exemple avec de l'Objective-C, sachant que je n'avais pas ces bases en C et aucune base en programmation en dehors de... Le premier vrai langage que j'ai utilisé finalement, c'est l'ActionScript, qui était un langage qui était mhm. plutôt haut niveau, on va dire. Il y a beaucoup de notions qui ont été difficiles à appréhender, quoi. Donc c'est vrai que dans des langages, on va dire web classiques, tu t'occupes pas trop de la mémoire en général parce que tout est géré pendant une requête. Après, ça a disparu et il n'y a pas trop de soucis, quoi. Donc c'était plus compliqué. Ouais, ouais, Et je vois. après, pour l'aspect web Et aussi, c'est le ouais, côté, tu es plus autonome en fait par rapport à du jeu vidéo ou autre, où tu as forcément besoin d'un aspect graphique. Avec du web, sans forcément être ouais, très bon en design, tu peux arriver à faire un site web. Alors qu'un jeu vidéo, ça va être plus difficile, on va dire. ouais, c'est vrai. Et sinon, concernant GraphiCart, du coup, bah, j'imagine que ça vient de tes débuts, le nom C'est GraphiCart, ça. ça vient de tes débuts par rapport à... Ok, Ouais, c'est finalement pas je vois. forcément le nom le plus adapté maintenant, mais oui, c'était parce qu'au début, c'était censé être effectivement que des vidéos, des tutoriels sur Photoshop et de l'infographie. Et on sait comment ça a tourné, D'accord, quoi. ouais. Bah, c'est bien comme ça, on voit qu'il y a une belle petite histoire derrière tout ça Ouais, quand même, ouais, mais c'est bien que tu gardes, t'es pas changé et tout, ça rappelle les racines. c'est ça. Si je peux me permettre, qu'est-ce que tu fais du coup à côté de GraphiCart? Est-ce que tu as un travail? Alors, Graphic Arts, ça reste mon activité secondaire, entre guillemets. C'est pas mon activité principale. Avant tout, je suis donc développeur freelance web. Donc, je travaille pour des clients Mhm. en freelance, donc sur différents types d'applications. Donc, c'est essentiellement pas mal de sites vitrines, on va dire. Après, il y a des sites avec un peu plus de logique, mais c'est ça mon métier avant tout, en fait, développeur web. Ok. Et est-ce que tu penses un jour pouvoir passer sur GraphiCart à temps plein? Bah, c'est une idée qui me trotte dans la tête, on va dire depuis un petit moment. C'est pas forcément une transition qui est super évidente à faire. Le problème que j'ai avec Mhm. cette transition-là, c'est que quand même beaucoup des choses que j'apprends aujourd'hui et que j'enseigne aussi à travers Graphic Arts sont des choses que j'ai pu découvrir dans des projets concrets. Ma crainte, en fait, si je me mets Mhm. 100% sur Graphic Arts, c'est d'être complètement déconnecté en fait de la réalité et de ne pas forcément trouver des idées ou trouver des choses à présenter. Donc c'est pour ça que pour l'instant, Ouais. l'équilibre entre des missions réelles et Graphic Art me convient pas mal parce que ça me permet, enfin, chaque domaine permet d'alimenter l'autre, quoi. Graphic Art me permet d'explorer de nouvelles technos librement sans forcément avoir de contraintes de temps. Et de l'autre côté, Mhm. les projets que j'ai me permettent de voir un petit peu si les technologies peuvent être mises en application et si elles conviennent à des projets concrets. C'est pour ça Mhm. que me mettre à 100%, j'aimerais bien, mais d'un autre côté, j'ai cette crainte-là, quoi. Ok. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis là parce que moi je le vois moi déjà avec mes petites quelques vidéos que j'ai fait sur YouTube pour le moment, c'est que si tu fais pas ces vidéos-là déjà dans on va dire dans ta vie réelle autre que YouTube et que tu te forces à faire des vidéos, ben voilà aujourd'hui on va faire une modal window alors que je sais pas, on n'a jamais créé une modal window et Mm. qu'on n'a pas besoin dans la vie professionnelle, notre vie professionnelle. C'est vrai qu'on peut vite être déconnecté de la réalité comme tu dis, ouais. Euh, Ah, c'est ça, il y a une grosse Carrément. partie théorie, c'est-à-dire que tu vas te dire, ben ça a l'air sympa, tu vas l'essayer, mais peut-être quand tu vas le pratiquer dans un projet, tu vas avoir des problèmes. Et ces problèmes, après, peuvent donner une Mhm. vidéo plus intéressante parce que tu vas présenter pas juste la techno en relisant la documentation, parce que ça apporte pas forcément grand-chose, mais vraiment avec une perspective dessus, et c'est ça qui est intéressant. Ouais, ouais, ouais. Mais avant, là, j'ai comme idée de. Parce que je suis sur plusieurs projets. Ah oui, parce que du coup, Graphic Art et moi, c'est vrai que ça fait un moment qu'on est sur le même Discord et puis ça fait combien de temps Ah, je sais d'ailleurs? pas, ça date. La première fois que j'étais venu, c'était d'IRC, hein, Ouais, ça ça date date d'il y a d'IRC, plus. donc. Que oui, je souhaite faire une vidéo, enfin, une sorte de série vlog sur mes projets en fait. Là, je suis sur un projet tout audio. Ouais, Je crois qu'on en a déjà parlé rapidement. effectivement. Mais pour ceux qui savent pas, voilà, Audio, c'est un service que je suis en train de créer qui permet de transformer des contenus, que ça peut être des articles, ça peut, à partir d'URL, tout ça, en audio, qui supporte une trentaine de langages.
Et, euh, et je souhaiterais, du coup j'ai déjà sorti une version alpha privée là-dessus, et par la suite je souhaiterais sortir une version publique, une bêta publique, faire une petite release sur Producton, pourquoi pas, et agrémenter en fait cette aventure-là de vlog. Et donc du coup, ben voilà, j'expliquerai, j'aurai des vidéos un peu moins montées, et dessus, ben voilà, je montrerai en fait cette aventure-là de la création de tout audio jusqu'à une version spécifique. Voilà, et c'est ça qui me permet justement de rester un peu dans la vie, d'être assez réaliste par rapport à ce sur quoi on travaille, parce que c'est vrai que si on crée toujours des tutoriels comme tu dis là, qui sont pas forcément rattachés à notre vie privée ou au cadre professionnel, ça peut être compliqué. Il y a aussi Voilà. le fait que beaucoup de gens, Euh, enfin, dans les tutoriels, on ne cherche pas forcément à apprendre à faire quelque chose en particulier, mais il y a aussi un retour d'expérience. Donc c'est vrai que c'est intéressant à ce niveau-là de présenter les choses, pas juste, bon ben là je vais vous apprendre à utiliser React et je vous explique tout, mais vraiment des cas concrets, des petites situations qui sont un peu compliquées à gérer, des petites astuces. C'est plutôt ça qui est intéressant à amener en tant que créateur de contenu. Qu'est-ce qui te motive à faire du contenu régulièrement? Alors ça c'est un peu particulier, ben, j'arrive pas forcément à mettre un mot exactement dessus, mais c'est beaucoup je dirais les retours des gens en fait qui me motivent à continuer en fait à faire ça. J'aime vraiment Mhm. regarder les commentaires et ce qui se dit sur le sujet, et c'est vraiment ce sentiment d'avoir une communauté autour, et c'est ça qui me motive en fait, c'est vraiment pour les gens qui consultent les contenus et de voir que ça sert et que c'est utile, d'avoir des retours d'expérience sur ça, c'est super intéressant. Après, il y a une Mhm. autre raison qui est un peu plus particulière, c'est tout simplement que à force de passer de techno en techno, ben, j'ai de moins en moins la capacité de me souvenir des différentes choses. Donc les vidéos me servent aussi à moi-même en fait, comme des sortes de rappels mémoire sur comment faire telle ou telle chose. Donc c'est pas trop rare en fait de temps en temps que ben, je reprends une techno que j'ai pas touchée depuis 6-7 mois et je re-regarde des vidéos pour savoir un peu comment je faisais telle ou telle chose quoi. Donc ça me sert aussi d'espace mémoire pour pouvoir me rappeler de certaines astuces quoi. Hein. D'accord. Ouais, c'est intéressant ça aussi. Je crois que d'ailleurs c'est aussi pour ça que j'ai commencé ma petite chaîne YouTube. Ça remonte à un moment aussi Ben, c'est maintenant. souvent ça, C'était ouais. pour plus pour le On a côté trouvé une aide-mémoire. astuce et on se dit, punaise, ça, j'ai galéré, j'ai passé 1 heure à la trouver, ça va servir à quelque chose, quoi. Donc après, c'est Mhm. vraiment lié à l'aspect, la communauté des développeurs, on a tendance vraiment à être orienté sur le partage. Donc ça reprend un peu cette idée-là, c'est qu'on aime bien partager ce qu'on a trouvé et nos petites astuces avec d'autres personnes. Je dirais que c'est ça la Mhm. principale motivation, quoi. D'accord. Et du coup en ce moment tu travailles sur une formation WordPress, là tu es en train de sortir plein de vidéos C'est à la ça, j'ai chaîne. enregistré 1 tonne pour C'est pouvoir diffuser ça lentement, mais là, c'est vrai que ça commence à me rattraper, on va dire. D'accord. Et à quel moment là tu t'es dit, bah voilà, là je veux créer cette formation WordPress parce que ben il est temps aujourd'hui de t'en créer une. Alors que tu aurais pu en créer une peut-être avant ou plus tard On va ou... dire que ça faisait un petit moment que les gens me demandaient ça, parce que ça reste quand même une Mhm. activité que j'ai beaucoup, donc les gens le savent et ils me disent ah mais pourquoi tu fais pas des vidéos sur WordPress? Le truc aussi, c'est que au fil des missions que j'ai pu faire, j'ai peut-être trouvé des petites astuces pour mieux organiser mon code et tout. Et là, je suis arrivé à une étape où je trouve qu'on a une bonne organisation et une bonne manière de travailler. Et donc là, j'estime que ce que je vais présenter est un bon contenu, quoi. Alors qu'avant, c'était plus anecdotique. J'avais pas forcément une ligne bien précise à définir, quoi. Donc là, c'est plus le côté, voilà, je D'accord. sens que j'ai fait le tour de WordPress. Donc maintenant, je suis à même de savoir un petit peu dans quelle direction je vais aller quand je vais devoir expliquer les choses. Ok. Et, et d'ailleurs ça sent en plus là dans tes vidéos, enfin je me rappelle il y a plusieurs années tu faisais plus de Hmm. cuts. Là tu fais beaucoup moins de cuts, c'est beaucoup plus fluide. Ouais, Ouais, ça c'est. t'es bien à l'aise à En l'oral. fait, bon, là sur WordPress, c'est un peu particulier parce que vu que les chapitres sont assez courts, je peux les enregistrer sans forcément trop de préparation. Je sais exactement de quoi je vais parler et vu que j'ai l'habitude d'utiliser l'outil, ça va aller tout seul. Je dirais que le problème que j'avais il y a quelques années, c'est que j'avais tendance à vouloir faire des vidéos un peu compliquées, un peu longues, sans forcément avoir préparé le code en amont. Ce qui fait que dans ces vidéos-là, on voit que je réfléchis sur l'organisation en même temps que je fais la vidéo. Et ça rend les contenus assez difficiles à lire. Donc là, quand je fais une formation, c'est assez simple parce que Hmm. je me dis, bon, ben là, je vais parler de telle fonctionnalité. Donc je sais ce que je vais couvrir et on va dire que le dialogue arrive de manière assez fluide par rapport à avant, effectivement.
Ok, ok. C'est bon Ouais. à prendre ça aussi. Pour les gens qui s'ils veulent se lancer dans la création de Ouais, contenu, vraiment, avoir un petit n'hésitez pas à préparer tutoriel. le code au moins une fois à l'avance, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une vidéo où on ne sait pas où l'auteur va en fait. C'est, ça m'arrive encore de le Mhm. faire et c'est vraiment pas agréable à suivre parce qu'on ne sait pas dans quelle direction ça part, quoi. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui souhaite débuter dans le développement web? Alors ça, c'est un petit peu compliqué, on va dire. Mon conseil principal, ça Mhm. avait toujours été de dire il faut être patient en fait, parce que c'est un domaine où il y a beaucoup de choses à apprendre. Et du coup, ben, il faut être patient parce que toutes ces choses, il va falloir les apprendre au fur et à mesure. Je dirais que la principale chose qu'il faut éviter, c'est de sauter les étapes, d'essayer de se dire, bon, ben, je veux arriver à ce résultat, donc je saute toutes les étapes préalables pour arriver à ce résultat rapidement. Parce que le problème, c'est que vous allez essayer d'apprendre des Mhm. choses et ça va pas forcément, sans forcément les bonnes bases. Donc vous allez faire des approximations et vous n'allez pas bien apprendre les choses. Alors après, on m'a fait remarquer, et c'est clair qu'on n'a pas forcément tous le temps de passer 1 ou 2 ans pour se former dans différentes choses. Donc si vous êtes un petit peu plus pressé par le temps et Mhm. qu'il y a un objectif quand même à court terme, c'est d'essayer de se focaliser sur 1 ou 2 choses et de pas forcément aller dans toutes les directions et de vouloir apprendre toutes les technologies qui sont évoquées sur le web, parce que ça c'est le meilleur moyen de se perdre. Donc commencez par les bases, apprenez un langage bien, essayez de bien le comprendre et ensuite de passer à autre chose plutôt que d'essayer de se dire allez j'apprends aujourd'hui le JavaScript mais très rapidement, tout de suite je me lance dans des frameworks comme React Mhm. et Vue en même temps peut-être et là c'est l'assurance de tout mélanger parce que vous allez pas savoir si vous avez des lacunes en JS ou si des lacunes sur la compréhension de React. Donc je dirais de pas ouais, vraiment pas griller les étapes, être patient et ouais, être patient, quoi. Surtout pas s'énerver parce que c'est vrai Ouais. que beaucoup de gens se découragent Oui. malheureusement parce qu'ils se disent ben, le web ça a l'air quand même abordable. Ils se lancent dessus, ils ont l'impression qu'il y a une tonne de techno et ils veulent tout apprendre et ils sont Mhm. très frustrés parce qu'ils n'y arrivent pas. L'autre chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de techno. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui échangent et il y a différents niveaux. Mais ce n'est pas parce qu'il y a 200 ou 300 technos différentes que vous devez à tout prix en connaître 200 ou 300. Pour faire un site web, vous avez toujours besoin des mêmes bases, l'HTML, le CSS et le JavaScript. Donc si vous apprenez juste ces bases-là, même sans framework, vous êtes déjà capable de créer un site et d'avoir votre premier résultat. N'allez pas tout de suite vous dire, bah, il faut que j'apprenne à Amazon, AWS, il faut que j'apprenne les web services, il faut que j'apprenne les API, tout ça, tout ça. Ça vient progressivement. Ne grillez pas les étapes à ce niveau-là, quoi. C'est ça. Et ce qui démotive aussi les gens, c'est que les gens, il y en a beaucoup qui vont regarder ben, des vidéos Mm. sans pour autant pratiquer à côté. Et j'ai l'impression, et ça complètement, ça va être un frein, Mm. parce que les gens, ils vont regarder les vidéos, puis quand ils vont après 4 heures de vidéo sans avoir pratiqué, ils vont se mettre devant leur PC, ils vont Ouais. essayer de se remémorer un peu, ben voilà, attends, alors là c'est une div, voilà, si on parle d'HTML, là c'est une div, il faut que je mette un attribut là, tout ça. Et après ils vont retourner dans les vidéos, ils vont se refaire les vidéos, et là voilà, ça va tomber dans un cercle vicieux comme ça. Et j'ai l'impression que bah, ces gens-là, du coup, ils vont être démotivés. Donc, moi aussi, si j'ai un conseil à dire, à donner, ce serait de pratiquer, en fait. Ça sert à rien de regarder 4 heures de vidéo comme ça d'affilée sans avoir pratiqué en Je, parallèle. je dirais que ouais, c'est ça. Il y Mm. a, il y a aussi le problème avec Internet, c'est qu'on a accès à une tonne d'informations, mais cette information, elle n'est pas forcément correctement classée. Donc, par exemple, on se dit, Mm. tiens, je veux créer on va dire un menu accordéon ou un accordéon. Ben, il va y avoir des vidéos qui vont partir du principe que vous êtes déjà à l'aise avec le JavaScript et qui vont bombarder. Il y aura d'autres vidéos qui vont faire du JavaScript plus simple. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Après, ce qu'il faut vraiment faire, c'est sur la partie théorique. Ben, ça, malheureusement, il faut l'avaler hein, pour apprendre le langage et tout ça. Mm. Et après, le mieux, comme tu l'as dit, c'est de pratiquer. Donc, se donner des petits exemples assez simples à faire, pas tout de suite partir sur des exemples compliqués et d'essayer de trouver la logique par soi-même et se servir de tutoriels vidéo plus pratiques pour essayer de comprendre la logique plus que juste le code. C'est vraiment après le développement, ben, une fois que vous avez les bases et que vous avez compris le langage, c'est la logique qui reste à apprendre. Et cette logique, vous l'apprenez ben, comme quand on faisait des maths au collège ou au lycée. C'est on fait des problèmes encore et encore et encore jusqu'à que la manière de résoudre les problèmes devienne plus évidente. Donc ouais, Ouais. c'est ça. Il faut essayer de pratiquer sa propre logique par soi-même. C'est essentiel. Ouais. Ouais, et puis la motivation aussi, au fur et à mesure, à force d'itérer sur des nouvelles problématiques, ben, ça va aller Ouais. que, Faut, qu'en progressant, quoi. voilà, faut éviter de tomber directement sur 12 problématiques à la fois parce que dans ce cas-là, vous allez être submergé et vous n'allez rien arriver à faire. Faut commencer étape par étape et c'est comme ça qu'on avance. Quand je regarde Graphic Arts, je vois souvent que tu fais Mhm. des tutoriels, enfin on voit souvent que tu fais des tutoriels autour du PHP.
Alors pourquoi cette techno-là et pas une autre en général? Alors, il y a bon, deux raisons principales. Il y en a une première qui est tout simplement par rapport à ce que je fais dans mon travail. Donc, essentiellement, je travaille avec des gens qui utilisent du PHP. L'argument en général, c'est tout simplement l'hébergement, parce que c'est plus simple à trouver. Ils ont souvent un mutualisé qui est déjà équipé de PHP. Donc, il y a très peu de clients à moi qui ont un serveur sur lequel on pourrait installer des technos un petit peu différentes. Après, il y a aussi le fait que bah, finalement, après avoir fait le tour de quelques technos, c'est une techno qui, par rapport à mes besoins, qui sont des besoins de site web, on va dire classiques, bah, convient très très bien. Et du coup, j'ai pas forcément eu de besoin de changer de techno. Alors j'ai essayé, j'ai appris d'autres technos pour voir un petit peu, parce que c'est comme d'habitude, on pense que l'herbe est plus verte ailleurs, hein. Mais sur les autres technos que j'ai pu essayer, j'ai toujours trouvé des problématiques et j'en suis revenu au PHP. En fait, le moment où j'ai vraiment voulu quitter PHP, c'était entre la version 5 et la version 7. C'est vrai que ça stagnait. Le langage restait dans des mauvaises choses. Et avec la version 7 qui a apporté bah, le typage et une structure un petit peu plus propre, on va dire, bah, là j'ai retrouvé goût à PHP. Pour les autres langages que j'ai testé Ruby avec notamment le framework Ruby on Rails. Mhm. Donc c'était un langage qui était séduisant d'un point de vue syntaxe, mais qui était compliqué parce qu'il y avait beaucoup de métaprogramming. Donc ça fait que le langage, c'est difficile de savoir quand on a un objet à quoi il ressemble vraiment. Après, j'ai fait aussi du JavaScript, donc j'ai à peu près la même problématique, c'est que l'absence de typage fait que quand on reçoit un paramètre dans une fonction, c'est assez difficile de savoir à quoi ressemble ce paramètre si c'est mal documenté. Mhm. Et après, bon, d'autres problèmes un peu plus larges, mais c'est ça mon problème principal. Après, j'ai testé aussi Elixir, mais là, c'est un paradigme de programmation qui est vraiment différent et l'écosystème n'est pas forcément aussi développé. Mhm. J'ai fait un peu de Go. Alors, Go, c'est pas mal, mais on va dire que c'est plus pour des choses un peu plus bas niveau et le typage est trop strict par rapport à ce qu'on en a besoin de faire dans le web. Sachant que le web, on communique avec des choses qui sont pas forcément bien strictes. Les gens peuvent taper un peu n'importe quoi dans les formulaires, donc il faut quand même un langage qui est assez flexible. Mhm. Et finalement aujourd'hui, dans ce que je vois, PHP offre la possibilité de typer les choses si on en a besoin, sachant qu'on n'est pas forcément obligé de le faire. Donc ça c'est intéressant suivant le niveau que l'on veut se donner. Donc une personne qui va débuter peut commencer simplement et ensuite commencer à gagner en niveau et organiser un peu plus avec des types concrets. Et au niveau de la manière de fonctionner, c'est très simple par rapport à ce que l'on peut avoir. Mhm. Et pareil au niveau de l'écosystème, vu que c'est un langage qui est quand même assez vieux maintenant et qui n'a pas trop bougé, on a un écosystème qui est très solide avec des frameworks bien installés. Si je compare par exemple avec du Node.js, où ça va être un peu plus compliqué de trouver un framework à utiliser, tout bouge beaucoup plus, quoi. Ça, c'est pas aussi stabilisé qu'avec PHP. Donc Mhm. c'est pour toutes ces raisons finalement, j'en reviens à ce langage-là, quoi. Et Ok. après, attention, je n'ai pas testé tous les langages et c'est quand même beaucoup de la préférence personnelle. Chacun va avoir ses priorités lorsqu'il choisit un langage et c'est pas forcément parce que c'est vrai que les gens ont tendance à se dire mais punaise il fait beaucoup de vidéos PHP donc ça veut dire que non, c'est surtout parce que finalement par rapport à mes préférences c'est quelque chose que j'aime bien, quoi. Ouais. Et oui, voilà, c'est souvent en fonction du contexte, quoi. Et tu l'as C'est clairement ça. dit, ça va dépendre, voilà, des problématiques. Même si donc là, il y a le niveau langage, mais il y a aussi le niveau framework. Par exemple, là, tu parlais des frameworks pour le runtime Node.js. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, Mm. enfin de plus en plus. Ceux qui sortent du lot, bah, on sait qu'il y a Seize, il y a Nest.js, Adonis.js. Mais voilà, là Ouais, aussi, mais même en fait, c'est au-delà de juste les frameworks web, tu as aussi la partie test unitaire par exemple, et oui. où là tu as plein tu n'en as pas un seul où on dit bon, c'est lui qu'il faut utiliser. Pareil pour les linters, tu vas en avoir une dizaine et tu vas pas forcément avoir un format qui est prédéfini. Donc là, la communauté est assez. Après, c'est parce qu'elle est aussi très conséquente et c'est pas évident. Mhm. Et c'est vrai que c'est plus séparé, on va dire. Ouais. Voilà, ouais. Donc ça dépend du contexte. Voilà, c'est toujours la réponse que je donne Mm. moi aussi. Ça dépend des besoins, du contexte actuel. C'est Voilà. ça. Après, ça dépend. Si c'est quelqu'un qui essaie d'apprendre, je dirais qu'il ne faut pas partir sur des langages qui sont trop compliqués ou pour lesquels on trouve peu de ressources. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu te dis je veux apprendre le web de manière générale, les langages sur lesquels tu vas trouver le plus de tutoriels ou de contenu pour le web, entre guillemets, ça va être du JavaScript, du PHP, du Python par exemple. Mhm. Donc c'est vrai que tu vas forcément. Après, ce n'est pas parce que tu as choisi ce langage-là que tu vas rester sur ce langage toute ta vie. Donc il faut se dire, bon, c'est un premier langage pour comprendre tous les concepts et le web de manière générale. Et une fois que
on a appris tous ces concepts, passer d'un langage à l'autre n'est pas forcément si compliqué que ça, quoi. Ouais. En parlant de changement aussi de technologie, d'évolution, on a vu que tu faisais une refonte de ton site actuel, graphicart.fr. Ouais, Actuellement, il est fait avec en Ruby plein on Rails. travaux. C'est ça, Actuellement. c'est ça. Ok. Et du coup, là, vers quelle techno tu t'es tourné et pourquoi? Alors déjà, faut bien poser la question de pourquoi je refais, hein, parce que c'est Oui. pas juste parce qu'on a envie de refaire. Mhm. Aujourd'hui, en fait, le site est codé en Ruby on Rails, sachant que j'ai un peu appris Ruby on Rails en même temps que je faisais cette version-là. Donc, on va dire que le code n'est pas forcément optimal en termes d'organisation. Mhm. Et aujourd'hui, il y a des choix que j'ai fait en termes de structure et de logique qui sont limitantes en fait pour faire évoluer le site comme je le voudrais. Donc c'est pour ça que là, il faut reposer les bases. Et donc, vu que je repose les bases, c'est l'occasion aussi de repenser les choix technologiques que j'ai faits. Mhm. Après, il y a aussi le fait que le web a évolué hein, depuis, je crois que cette version est là maintenant plus de 5-6 ans, voire un petit peu plus. Du coup, forcément, les choix vont être un peu différents. Mhm. Finalement, j'ai choisi de m'orienter vers du PHP, parce que c'est le langage que je maîtrise le plus, on va dire. Et aussi par rapport à ces notions de typage, je pense que ça me permet de bien structurer les choses. Mhm. Après, pour le choix du framework, pour l'instant, je me suis arrêté sur un choix, mais j'en suis pas encore sûr. C'est toujours un peu difficile, et même pour ses propres projets, c'est pour vous dire, je suis même pas sûr du choix que j'ai fait. Donc pour l'instant, je suis parti sur du Symfony parce que j'ai une structure qui est un peu éclatée. Je respecte pas forcément une structure MVC classique. Donc je me suis dit, j'avais le choix essentiellement entre Laravel et Symfony. Mhm. Et je me suis juste dit que Laravel était plutôt orienté convention. Et vu que j'allais casser ces conventions-là, ça allait me demander plus de travail. Du coup, j'ai choisi de partir plus sur du Symfony. Pour la partie base de données, j'ai pas forcément de critères particuliers. J'ai juste choisi PostgreSQL parce que c'était plus simple aujourd'hui de trouver de la doc dessus que avec la séparation MySQL MariaDB, ça devient un peu compliqué à mon sens. Donc je me suis dit c'est l'occasion aussi d'apprendre un autre truc et ça avait l'air un peu plus strict, donc ça me fera moins d'erreurs dans la base de données en termes de structure. Ok. Après pour la partie par contre WebSocket et peut-être serveur push event, je sais pas comment je vais gérer ça encore, donc c'est pas défini. Donc Mhm. soit il y aura un petit morceau, soit en Go, soit en Node.js, mais ça c'est pas du tout défini encore. Après, je dirais que moi, je vais plus rechercher quelque chose qui est encore un peu plus haut niveau. Moi, Mhm. je veux juste un serveur auquel je puisse envoyer un événement et qui va me les renvoyer, quoi. Donc, mon idée, c'est juste d'avoir une sorte de boîte noire. Il y a déjà pas mal de librairies qui existent dessus. Mhm. Donc, dans le cas de Laravel, je sais plus comment ça s'appelle, mais on a un système préintégré. Et dans le cas de, je crois que c'est Mercure dans le cas de Symfony. Moi, je veux Mhm. juste un truc où mon PHP va envoyer un message en disant bon, ben voilà, il faut que tu retransmettes à tel ou tel channel. Et ensuite, les gens en JavaScript vont s'abonner au channel. Comment c'est fait derrière, je m'en occupe pas trop. Donc, j'aimerais bien avoir trouvé une techno un peu plus haut niveau Ok. que faire le truc en WebSocket moi-même, quoi. D'accord. Ok. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. On a fait à peu près le tour là, Jonathan. Je te remercie Ouais, beaucoup pour ton temps. Et pas de souci. voilà, si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas. Non, pour le coup, pas grand-chose, hein, si ce n'est bon courage à tous ceux qui se lancent. Et surtout, ne vous découragez pas. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident et je vois sur le chat beaucoup de gens qui, à cause ou grâce aux formations, on leur vend un peu le fait de pouvoir faire du web facilement et tout ça, mais qu'une fois dessus, ils réalisent que c'est pas forcément une tâche si évidente que ça. Ouais. Donc, vous découragez pas et il y a vraiment beaucoup de contenu qu'on peut trouver sur Internet et n'hésitez pas si jamais vous avez des problèmes ou des choses à demander de l'aide, c'est vraiment ce qu'il faut faire, quoi. Faut pas galérer tout seul dans son coin. Voilà. Super. Merci beaucoup. Pas de, pas de problème, à toutes. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un pouce bleu, en vous abonnant. En attendant, restez passionnés et à la prochaine. Salut tout le monde!